à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Depuis le mois de janvier 2022, on dénombre pas moins de 15 féminicides, c'est-à-dire des femmes qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. Les violences sexuelles et sexistes, les inégalités, la précarité sont encore une réalité pour bon nombre de femmes en 2022, en France et bien sûr à l'international. Parmi les organisations qui s'engagent pour les combattre et pour les réduire, la Fondation des femmes en fait partie et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sa présidente. Alors sans plus tarder, rejoignons mon invitée du jour, Anne-Cécile Meffer. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Anne-Cécile, bienvenue. Merci d'être sur le plateau de Femmes de légende aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi, merci pour l'invitation. Alors Anne-Cécile, avant de parler de vos engagements qui sont nombreux, est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez eu des modèles de représentation, d'identification, notamment féminins, quand vous étiez plus jeune et qui ont peut-être contribué à devenir la femme que vous êtes ? Pas vraiment. Enfin, peut-être, mais quand j'étais plus jeune, j'ai l'air d'être vieille en disant ça, mais... non, mais pendant l'enfance, l'adolescence, pendant l'enfance, hein. voilà. C'était pas forcément... Tu vois, moi, je suis née dans les années... Je suis née dans les années 80 et en fait, les années 90, c'était pas forcément le moment où le féminisme avait plus le vent en poupe. Il y avait très peu, en fait, de figures féministes qui étaient visibles. Même dans les associations féministes, en fait, c'était un peu un moment où elles étaient en perte de vitesse. Et par contre, je me souviens que, je crois que c'est dans les années 2000, quand j'étais ado, j'ai commencé à voir Isabelle Alonso chez Ruquier, qui avait un discours super féministe. Et je la trouvais tellement cool, je la trouvais super géniale. Et je crois que c'est elle qui est la première, je me suis dit, mais en fait, c'est ça être féministe. Et j'aime bien ce qu'elle raconte, ça me plaît bien. Oui, ça vous a marqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, encore plus, mais même encore aujourd'hui, quand on parle des fameux rôles modèles, on voit qu'il y a quand même encore un certain déficit, en fait, de figures de représentation ou d'inspiration pour les femmes. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, je crois que quand même, il y a une amélioration dans la visibilisation des femmes. Par exemple, cette émission, dans la visibilisation des femmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un déficit tout court de femmes dans les lieux de pouvoir, qu'ils soient économiques, politiques. Exactement. Et donc, effectivement, s'il n'y en a pas, on ne peut pas les voir. Donc, ça, c'est, oui, en termes d'inspiration, c'est clair qu'il en manque encore beaucoup. En France, il n'y a jamais eu de présidente de la République, ni présidente, il y a eu une première ministre. Et même première ministre, ça date de 93, Édith Cresson, ça remonte. Ouais. Alors avant de créer la Fondation des femmes, vous avez été au sein d'autres organisations. Est-ce que vous avez déjà été confrontée au sexisme, aux inégalités, aux violences à titre individuel ? Oui, bien sûr, comme toutes les femmes. Alors, je crois que j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même un problème adolescente. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être... Alors, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais pouvoir être harcelée dans la rue. Des mots, des regards, des gestes déplacés, assez agressifs, qui sont censés être des compliments, mais en fait sont plutôt menaçants. Donc j'ai commencé à ressentir ça. Et puis j'ai vécu, comme la plupart des femmes, toute une palette de discrimination et de violences plus ou moins graves. À partir du moment, à peu près à partir de l'adolescence. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, que les garçons, eux, ils vivaient pas ça. Et qu'il y avait un truc quand même avec le fait d'être une fille qui faisait qu'on était quand même dans une situation où les garçons se permettaient quand même des choses qui étaient assez, qui me paraissaient insupportables. Oui, et c'est en train d'évoluer, mais on ne nous apprenait pas à y répondre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, si c'est il y a 10, 15, 20 ans, où c'était presque normalisé quelque part. Ah ouais. Il n'y avait pas de mots. Harcèlement de rue, il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de mots. Aujourd'hui, le harcèlement de rue, effectivement... C'était soit normal, parce que la manière dont on était habillé rendait la chose tout à fait acceptable. Soit c'était même, on devait s'en réjouir quelque part. Oui, presque flatté. C'est ça, être flatté. Alors qu'en fait, nous, intérieurement, on savait bien qu'on se sentait pas à l'aise et qu'on se sentait en danger. Donc, un compliment, normalement, ça nous met pas en danger. Un compliment, ça nous rassure, ça nous conforte, ça nous fait plaisir. Donc, clairement, c'était pas ça. Et sur les autres types de violences, même chose, il y avait déjà des organisations féministes, mais elles étaient, à ce moment-là, en tout cas, beaucoup moins vocales, beaucoup moins relayées aussi dans les médias. Et quand on se rappelle les publicités de l'époque ou les émissions de l'époque, effectivement, le sexisme, c'était répandu, monnaie courante. C'était... Et c'était mal vu aussi, je crois, quand je parle d'Isabelle Alonso,
elle était la chienne de garde, où on se moquait un peu d'elle sur les plateaux, et elle était un petit peu caricaturée. Et je pense que ça devait être le cas de beaucoup de féministes à l'époque. On l'est toujours un peu aujourd'hui, mais moins quand même. Oui, complètement. À l'époque, ça devait être encore plus difficile, je pense. Alors vous, comment finalement a démarré votre engagement pour les droits des femmes ? Comme ça, en fait, de situation en situation, à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est pas normal et j'ai envie de faire quelque chose. J'avais déjà ce terreau féministe dans le sens où j'ai toujours engagé sur de multiples causes, plutôt rebelles dès l'enfance, à me dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement, à questionner les règles, questionner les ordres. Ouais. Je détestais qu'on me donne des ordres. Voilà, donc c'était pas très facile pour mes parents, mais voilà, il y avait ce terreau-là. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est focalisé sur cette cause-là. Et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller chercher une cause à l'autre bout du monde, en fait. Le fait d'être une femme, ça me met dans des situations qui sont pas acceptables. Et pareil pour mes autres sœurs, pour les autres femmes, en fait, que je peux voir au croisé. Et donc, j'ai eu envie de m'engager. Je me suis tout d'abord engagée sur la cause de la prostitution. Oui, au travers de l'association Oser le féminisme. Alors non, avant ça, c'était le Mouvement du Nid. Ça, c'est une association qui fait du bénévolat, en fait. Donc, je faisais des maraudes, et puis dans les lieux de prostitution, et puis aussi de l'accueil et de l'orientation pour l'accompagnement, en fait, pour des femmes qui réussissaient à s'échapper de réseaux de traite et qui avaient donc besoin d'aide pour comprendre comment faire pour s'en sortir, les papiers, les plaintes, trouver un travail, trouver un logement, voilà. Comment vous avez vécu, Anne-Cécile, la confrontation à la prostitution ? Parce qu'évidemment, quand vous êtes sur le terrain et que vous voyez la réalité qui, en plus, est très complexe, on le sait. C'est pour ça qu'on a tant de mal, d'ailleurs, à se mettre d'accord d'un point de vue public sur le sujet. Comment, déjà, vous, en tant que femme, vous avez vécu la confrontation à la situation ? C'est difficile, parce que c'est des femmes qui vivent des choses qui sont extrêmement violentes, non seulement de la part des clients, mais aussi de la part de la société. En fait, être une pute, c'est la pire insulte pour une femme. Donc, en fait, elles sont appelées de la pire insulte. Donc, en fait, le regard de la société est extrêmement dur, alors même qu'on devrait, au contraire, se rendre compte qu'elles sont en train de vivre des choses extrêmement difficiles et que donc il faut plutôt avoir un regard bienveillant, en fait. Et il ne faut pas les juger, elles, jamais. Par contre, on peut juger le fait d'acheter un acte sexuel, on peut juger évidemment encore plus les personnes qui en profitent, comme les réseaux de traite et les proxénètes. Quelles sont selon vous les mesures qu'il faudrait prendre justement pour quelque part protéger ces femmes qui aujourd'hui vivent de la prostitution ? Alors c'est vrai que moi, pas au titre de la Fondation des femmes, on n'est pas forcément sur ces sujets-là. Mais moi, dans mon engagement, j'ai toujours trouvé que ça me paraissait tout à fait logique de pouvoir envoyer un message clair aux hommes en disant, en fait, acheter le consentement de quelqu'un, c'est pas acceptable. Parce que si cette personne ne souhaite pas avoir un rapport sexuel librement avec vous et qu'il faut la payer pour ça, c'est qu'elle n'en a pas vraiment envie. Et donc, en fait, il ne faut pas le faire. Ça pose la question de la domination masculine aussi. Et c'est intéressant, je trouve, votre point de vue, parce que vous repensez ça du côté de l'éducation, quelque part, des hommes. Et c'est évident que l'un ne va pas sans l'autre, même s'il faut sensibiliser, protéger peut-être et développer des arsenaux législatifs ou autres pour les femmes, il faut aussi penser à éduquer les hommes, parce que... Oui, il y a ça. Il y a déjà il faut vraiment quand même avoir un message assez... qui, moi, me paraît clair et logique de dire acheter le consentement de quelqu'un, c'est quand même pas anodin. Et ça génère, en plus, moi je l'ai vu, des syndromes psychotraumatiques quand même très compliqués pour les femmes après. Et puis aussi, c'est tout un rapport de la société, en fait, et des hommes à ce que ça veut au corps des femmes, en fait. Le fait de dire, non, en fait, si une femme ne le veut pas, ne désire pas, en fait, ce sera non. Et c'est tout. Et il faut passer à autre chose, quoi. Bien sûr. Voilà, alors c'est facile de dire ça comme ça. C'est évidemment plus complexe dans la réalité. Et après, sur la protection de ces femmes, c'est vrai que c'est très important de pouvoir aussi avoir une politique d'accompagnement qui est généreuse. On ne peut pas aussi, d'un côté...
avoir des discours sur la prostitution, et de l'autre, ne pas régulariser celles qui sont sans papier, ne pas leur donner des aides financières suffisantes pour qu'elles puissent vraiment s'en sortir, ne pas leur donner accès à des logements sociaux. Enfin voilà. On a des chiffres, Anne-Cécile, sur le nombre de femmes prostituées aujourd'hui en France ou pas? Alors, c'est un sujet sur lequel je suis un petit peu moins active aujourd'hui. Oui, mais, parce que ce n'est pas l'objet forcément de la Fondation des femmes. Mais... Voilà, il y a, je sais pas, 30 000, 40 000, mais on ne sait pas trop, vu que la prostitution... Oui, c'est difficile aussi, c'est clandestin. C'est clandestin. Et puis aujourd'hui, il y a différentes formes aussi de prostitution qui se sont développées depuis. Moi, c'était genre il y a 5 ou 6 ans. Dans les formes de prostitution aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de choses sur Internet, avec le développement des réseaux sociaux, des sites OnlyFans, etc. Évidemment. Donc en fait, le système prostitutionnel est aujourd'hui extrêmement varié. Ouais. Donc je pense que c'est encore plus compliqué de quantifier aujourd'hui. Complètement. Alors vous avez parlé de votre implication au sein de l'UNI. Ensuite, vous êtes impliquée aussi en tant que... Du mouvement d'UNI. Du mouvement d'UNI. Ouais. Ensuite, vous êtes impliquée en tant que porte-parole et présidente de Oser le féminisme. Ouais. Et comment est né finalement le projet qui est le vôtre aujourd'hui, qui est celui de la Fondation des femmes? La Fondation des femmes, c'est justement en étant au contact des associations qui viennent en aide tous les jours à des femmes qui sont victimes de violences. Je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'avaient quand même pas beaucoup de moyens, que souvent elles limitaient leurs projets, elles limitaient même leur capacité d'accueil du public, en disant mais en fait on n'a pas assez de travailleuses sociales ou d'assistante sociale ou de psychologue pour recevoir toutes ces dames. Donc en fait, il faut leur dire de revenir le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. On n'a pas assez d'hébergement, donc il faut leur dire de rester chez elles. Et ça, c'est des choses qui, moi, me paraissaient assez insupportables. Je me dis, mais ok, là, tout de suite, maintenant, ces associations n'ont pas l'argent pour ça, mais je suis sûre qu'en France, il y a des gens qui sont d'accord pour leur faire un don. Mais il n'y avait pas de Fondation des femmes. Il n'y avait pas d'organisation dont le travail, c'est d'aller voir les gens, le public, et de leur demander de faire des dons et de le redistribuer. Ouais. Ça n'existait pas, en fait. Il n'y avait pas, si vous voulez, la SPA. Oui, c'est ça. Voilà. La SPA qui collecte 45 millions d'euros par an, quand même. Donc, il y a des gens qui sont très généreux en France. Et si on compare ça à la Fondation des femmes, vous pouvez communiquer les chiffres ou pas? Oui, nous, on a reversé 5 millions en 5 ans. Ce qui est déjà génial, mais c'est clair qu'on a encore du chemin à faire pour arriver à la hauteur des petits chats. Création, en quelle année? En 2016. D'accord, 2016. Et donc les actions principales, qu'on comprenne bien, de la Fondation des femmes, c'est donc l'accueil, effectivement, avoir du personnel de psychologie médicale, etc., qui accueille les femmes en situation soit de précarité, soit qui sont soumises à des situations de violence. Et quelles sont les autres actions? Alors, on ne va pas le faire directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller... on collecte des dons et ensuite, en fait, on va identifier les projets qui nous paraissent les plus intéressants, les plus pertinents, qui justement ont des psychologues, en ont besoin en fait en plus. Et donc, on va répartir l'argent sur les associations qu'on a sélectionnées en France. Et donc, on a, comme ça, on a réussi à aider plus de 500 projets partout en France à augmenter, par exemple. Et donc, ça fait qu'on peut être sur tout le territoire français. À augmenter le nombre de psychologues, à augmenter le nombre d'hébergements, à augmenter les capacités de suivi, d'accompagnement, aussi à faire des campagnes de sensibilisation. On a financé vraiment énormément de projets grâce aux dons du public. Donc on fait ça aussi, donc ça c'est des dons financiers, mais on leur apporte également un soutien matériel et juridique. Donc si elles ont besoin d'avocats, nous on a aussi pareil rassemblé des bonnes volontés de juristes qui peuvent renforcer les équipes des associations partout en France très rapidement s'il y a besoin par exemple. Et on le mentionnait également, c'est donc évidemment sur le territoire français, mais aussi pour certaines femmes réfugiées qui sont en France. Absolument. Vous avez des actions aussi dans ce sens-là. Oui, on a, là en ce moment, on aide en particulier 11 réfugiés afghanes qui sont des réfugiés féministes en plus, donc des militantes qui sont donc arrivées après la prise de pouvoir par les talibans à la fin du mois d'août. Et donc ça, c'est un programme spécifique qu'on soutient particulièrement avec une association qui s'appelle Pourvoir Féministe qui les accompagne. Très bien. On aime beaucoup ce projet. Alors, on est à la veille d'élections présidentielles. Vous avez, Anne-Cécile, lancé une pétition pour un plan d'urgence avec 10 propositions pour les droits des femmes, justement, à mettre en place dès les 100 premiers jours. Quelles sont les principales mesures de ce plan ?
Alors, dans ce plan, les principales mesures, la mesure phare, c'est 1 milliard contre les violences conjugales. Alors qu'aujourd'hui, il y a combien d'argent qui est alloué ? À peu près 300 millions sur les violences faites aux femmes, sur les violences, donc 1 milliard d'euros. Ouais, donc sur les violences conjugales. Ouais, sur les violences Est-ce que c'est bien celles qui relèvent des féminicides tels qu'on l'entend au sens français ? Mais féminicides conjugaux. Conjugaux, d'accord. Absolument. Okay. Donc 1 milliard, c'est ce qu'on a chiffré en étudiant de quoi a besoin une femme quand elle souhaite partir. Et en fonction du nombre de femmes qui aujourd'hui sont victimes de violences et avec des ratios, voilà, on a fait un calcul avec des chercheuses. Et il s'avère que si on veut être en capacité d'héberger celles qui en ont besoin, qu'elles aient des avocats, etc., il faut 1 milliard d'euros par an pour réussir à faire en sorte de répondre correctement aux besoins. Alors ça, c'est une des mesures phares, mais il y en a plusieurs. Et il y a d'ailleurs un manifeste, c'est ça, qui est sorti, qui s'appelle le manifeste de la Fondation des femmes, qui reprend ces 10 mesures dans le détail et qu'on peut retrouver, on peut le retrouver dans les librairies. Ce manifeste, parfait. Alors vous réalisez aussi, Anne-Cécile, des chroniques régulièrement sur France Inter. J'aimerais qu'on regarde, qu'on écoute l'extrait de l'une d'entre elles qui s'appelle « Lettre à Britney Spears ». Vos chansons étaient partout, elles ont rythmé les étapes de ma vie, la vie d'une fille née dans les années 80. En 2000, je suis adolescente et avec mes copines, on s'époumonne sur vos tubes. Le premier, c'est Hit Me Baby One More Time, frappe-moi, encore une fois. En tenue d'écolière sexy, on se croyait enfant rebelle. On ne voyait pas que comme vous, on devenait des objets sexuels. Vous quittez le lycée, moi aussi, vous balancez votre bague de virginité et chantez « I'm a slave for you », je suis ton esclave. Moi, je suis à l'université, je vais être une bombe aussi, sentir cette puissance que vous dégagez. Vous chantez « You're toxic, you're dangerous, I'm loving it ». Tu es toxique, tu es dangereux, j'adore. Je rencontre un de mecs toxiques, j'avais oublié. Une bombe n'est qu'un objet aux mains de celui qui la contrôle. Vous êtes une bombe sexuelle mais à retardement. Vos aventures font les couvertures et les jugements sont durs. Ça m'a frappée quand j'ai regardé cet extrait, parce que moi aussi, Britney Spears, c'est ma génération. Et je m'étais jamais posé la question de ces titres de chansons qui ont quand même infusé pendant toute notre adolescence. Et finalement, est-ce que Britney Spears, on a vu avec le mouvement Free Britney, avec la tutelle aussi du père, qui est quand même une histoire de domination masculine, est-ce que c'est un symbole finalement de l'objectivisation des corps des femmes, de la sexualité des femmes Oui, en fait, c'est cette espèce d'injonction contradictoire, de discours paradoxal où en fait on nous présente les choses comme étant la liberté ultime et la prise de pouvoir et la puissance ultime. En fait, quelque chose qui finalement, quand on y réfléchit bien, on est quand même en train de dire qu'on est des esclaves et on a l'impression d'être très puissante en disant qu'on est des esclaves. Donc, voilà, pour moi à l'époque, je pense que c'était des discours extrêmement confusants, mais on pensait qu'on était des super rebelles et c'est tout le paradoxe que j'explique dans cette chronique. Et c'est pas qu'à l'époque, hein, je pense qu'aujourd'hui encore, c'est difficile de démêler ces deux injonctions contradictoires, d'être soumise et de ne pas l'être, et souvent on nous présente des nouvelles formes de soumission comme étant des libertés. Parce que, évidemment, qu'en fait, si on nous présente une soumission comme étant une soumission, on ne va pas y aller. Bien sûr. Voilà, parce qu'on n'est pas non plus complètement idiote. Mais par contre, c'est vrai que si on nous présente des espèces de, des attitudes ou de soumission comme étant la liberté ultime, en fait, on va peut-être se laisser piéger. Ouais, ou la féminité, complètement. C'est une histoire de représentation, mais c'est pour ça que c'est très intéressant de déconstruire tout ça. Anne-Cécile, vous avez été sur le terrain il y a quelques semaines avec le Train pour l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette initiative ? Alors, le Train pour l'égalité, c'est un vrai train, un grand train. J'adore dire ça, il faisait 450 mètres de long. C'est long. Plein de wagons. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, c'était un train exposition. Donc, à l'intérieur, en fait, il y avait du contenu sur la santé des femmes, les violences faites aux femmes, les droits des femmes, l'inégalité au travail. Il y avait une voiture dans laquelle on pouvait écouter des conférences. Et ce train, donc, il est allé dans 10 villes. Il a stationné dans les 10 gares. Et les personnes qui habitaient dans ces villes, donc Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, pouvaient venir voir le train le temps du stationnement en quai. Et ce sont les associations locales qui montaient dans le train le matin et qui animaient ces expositions. Donc ça permettait en plus aux personnes qui sont dans ces villes de découvrir du contenu et de rentrer en lien, en contact avec les associations locales qui
peuvent par la suite, dans les jours là, à venir, semaines, mois, continuer la relation ou l'accompagnement s'il y en avait besoin. Superbe initiative. Alors, au niveau des inégalités, ce qui est intéressant et que vous mettez en avant dans la Fondation des femmes, c'est que les inégalités, on n'en parle pas assez, je trouve, mais elles ont un coût pour la société. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner 1 ou 2 chiffres là-dessus? Qu'est-ce que coûtent les inégalités? Oui, on a fait ce calcul, on a demandé à des statisticiennes de le faire, des personnes dont c'est le métier. Et en fait, elles nous ont dit que c'était au minimum 118 milliards d'euros par an, que ça coûte à l'État français, à la société française, à vous, à moi. Ça nous coûte 118 milliards. Donc déjà, ça nous rend malheureuses et en plus, ça nous coûte cher. 118 milliards d'euros. Donc, ce qu'il y a dans ce chiffre, c'est par exemple un homme qui est violent avec sa compagne va engendrer des coûts d'hospitalisation, de justice, de police, d'emprisonnement peut-être, d'avocat, voilà. Et donc tout ça, c'est des coûts qui sont en fait, qui additionnés sont très importants. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est violence faite aux femmes. Donc c'est environ 3,6 milliards d'euros, violence conjugale. Ensuite, vous avez tous les coûts qui sont liés à ce qu'on appelle à la virilité, à la masculinité, c'est-à-dire le fait que les garçons, depuis petits, ne sont pas tout à fait éduqués comme les filles et donc ils ne se comportent pas comme elles. Donc par exemple, la plupart des incivilités, des destructions de mobilier urbain, c'est des garçons. La plupart des personnes en prison, c'est des garçons. La plupart des personnes qui vont devant à la police, c'est les garçons. Ouais. Et tout ça, en fait, finalement, la virilité, donc le fait qu'on ne les éduque pas comme les filles, ça a un coût. Engendre un coût énorme pour la société. Ça, c'est environ 85 milliards d'euros. Et puis, il y a les inégalités professionnelles, puisque le fait que les filles et les garçons ne sont pas traités, les femmes et les hommes ne sont pas traités pareil dans le milieu professionnel, ça engendre aussi des coûts. Déjà, ne pas donner le même salaire, c'est des cotisations sociales en moins pour l'État. Et puis, c'est des innovations en moins. C'est vraiment des manques à gagner pour les entreprises, en fait. Et donc, mis bout à bout, c'est énorme. Et donc, on paye tous et toutes pour ce système qui est injuste et qui génère de la violence. Et c'est fondamental de le rappeler parce qu'on est dans une société où ce qui ne se mesure pas ne compte pas. Donc, c'est important de mettre des chiffres là-dessus. Et pour les entreprises, il y a l'index EGAPRO aussi qui fait avancer le sujet. Très bien, je vous propose qu'on passe à la séquence entre vous et moi. Alors, l'objectif, c'est que je vous pose quelques questions et que vous puissiez y répondre en mode du tac au tac. Ok. Alors, Anne-Cécile, en 2022, qu'est-ce que c'est le principal challenge pour les femmes ? Je dirais, franchement, l'égalité au sein du couple. Vrai sujet. Et tout ce qui en découle. Les tâches ménagères, les enfants, tout ça. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez ? La petite fille désobéissante, justement, ou pas très... Franchement, de ne pas écouter les conseils des vieilles. Non, ouais, non. Ouais. Un ouvrage qu'il faudrait mettre entre toutes les mains pour comprendre le féminisme ? Je trouve que mon livre qui s'appelle... on peut quand même en parler. Tu seras une femme. Ouais. J'explique les bases, un peu sur tous les aspects. Et donc, en fait, ça fait que c'est un petit livre qui ouvre la porte et qui explique un petit peu sur les différents sujets, violence, égalité professionnelle, un peu qui fait le lien entre tout ça, et ce qui le rend assez pédagogique et une bonne porte d'entrée avant de rentrer ensuite sur des ouvrages comme Sorcière de Mona Chollet, qui est un grand classique aujourd'hui. Une femme que vous admirez particulièrement ? Ça, j'ai toujours du mal. Et en fait, je dirais, franchement, on a toutes, à un moment donné, vous, les femmes que j'ai vues là, que j'ai croisées, on a toutes, à un moment donné, fait des choses admirables, été des choses admirables. Voilà. Et parfois moins. Voilà. Donc toutes, en fait. Je trouve qu'on est toutes déjà, rien que le fait d'être une femme dans une société patriarcale comme celle-là, on est admirable. Dernière question, Anne-Cécile, une citation ou une maxime qui vous inspire ? Il suffira d'une crise, ça, Simone de Beauvoir, on l'entend beaucoup, mais elle est tellement vraie. Elle est d'actualité. Voilà, et elle est tellement vraie, et c'est vrai que pour des féministes comme moi, c'est un peu désespérant de se dire... Parfois, on se dit, on gagne un combat et on a envie de se reposer un peu, de dire, ouf, ça c'est gagné, on passe à autre chose. Et en fait, c'est vrai que ce qui est un petit peu fatigant dans ce combat, c'est qu'il ne faut jamais complètement lâcher, même les choses qu'on pense avoir gagnées. Parce qu'en fait, effectivement, l'histoire prouve qu'il y a toujours eu des hauts et des bas. Et qu'il suffira d'une crise, effectivement, pour que les droits acquis soient remis en question. Ouais.
Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. On peut retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation des femmes. Merci Anne-Cécile. Merci d'avoir suivi Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée exceptionnelle. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende.